Je vous souhaite la bienvenue au nom du cercle parlementaire et j'accueille tout particulièrement M. Mokouyou qui s'est levé à 2 heures du matin et qui a été le premier arrivé à cette réunion. Je crois que pour nous tous qui venons de l'autre côté de la Seine ou de quelques contrées éloignées de l'Hexagone, c'est une leçon. Merci d'être à l'heure et d'être avec nous. Je crois que vous êtes au cœur de cette manifestation. Je le dis à chaque fois que c'est possible. Je l'ai encore dit récemment à l'hémicycle lors d'un débat général qui ponctuait la loi bancaire. Chaque fois qu'un parlementaire, chaque fois qu'un dirigeant d'ONG s'exprime, il doit avoir l'humilité de savoir qu'il le fait au nom de personnes qui risquent tout à l'autre bout du monde et parfois proches de nous, et se rappeler que les véritables héros des combats que nous menons sont ailleurs et ont engagé bien plus que du temps et un peu d'argent. Et je crois que c'est à ce titre-là que je voulais vraiment accueillir chaleureusement notre partenaire qui vient témoigner d'un combat héroïque dont nous allons percevoir tout le sens à l'issue de cette réunion de travail, de cet échange que nous avons organisé au sein du cercle. Alors peut-être est-ce l'occasion, on le fera à deux voix, Danielle Auroi doit conclure nos travaux d'ici une bonne heure, elle va nous rejoindre, elle est présidente de la commission des affaires européennes et son agenda ne lui a pas permis d'être au début de cette réunion. Et puis vous me pardonnerez le fait que je m'éclipse avant les échanges pour d'autres impératifs sur la région de Nancy que je dois rejoindre dans la soirée. Mais en tout cas, on se partage le travail comme on le partage avec un maximum de députés qui sont peu présents en cette date et en ce lieu, mais qui nous disent à chaque fois leur intérêt pour nos travaux. Un intérêt qui se révèle au fur et à mesure d'une actualité dramatique. Et nous pouvons ensemble regretter qu'il ait fallu le drame de Daca pour que certains ministres et certaines autorités s'intéressent à nos modestes travaux que nous avons enclenchés. Nous les avons enclenchés il y a un an. Nous venions d'être élus, en tout cas c'était mon cas, nouveau député. Et nous nous sommes souvenus au moment de notre élection, le 17 juin 2012, qu'une grande partie de notre parcours militant avait été formée à l'école des ONG, dans ce combat de l'éducation populaire, de l'engagement partagé, des échanges internationaux. Et après avoir signé, comme tous les candidats aux législatives ou à d'autres combats politiques, des déclarations très vertueuses sur l'avenir du monde, nous avons simplement posé la question dès le mois de juillet. Je me souviens encore prendre le téléphone au mois de juillet et puis dire, c'était en l'occurrence le CCFD, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on n'a pas chômé. Depuis un an, j'ai l'impression qu'on n'a pas chômé. Et je vais évoquer ce parcours avec vous pour vous dire que nous sommes à une période où l'espace politique, grâce au travail de fond, labour de fond fait par les ONG, est peut-être en train de tenir parole dans un contexte qui, somme toute, est favorable à des évolutions significatives. C'est pour vous dire que tous les travaux que nous faisons aujourd'hui doivent trouver le plus rapidement possible, mais aussi le plus efficacement possible, des traductions législatives. J'ai envie de dire, sur ce point-là, au moins, c'est maintenant. Le cercle de réflexion parlementaire a été créé pour réunir, au-delà du groupe socialiste que je représente, ou du groupe écologiste que représente Danielle Auroi, mais avec d'autres sensibilités, de l'UMP, de l'UDI, du groupe GDR, qui travaillent avec nous, pour rassembler des députés préoccupés par cette dimension mondiale de la justice qui doit accompagner la mondialisation économique. Et l'initiative que nous avons prise, elle répond à l'appel du Forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises, qui a ce triptyque d'Amnesty, du CCFD et de Sherpa. Et elle répond également à l'appel du collectif Éthique sur l'étiquette. Et rappelez-vous, ce colloque à la salle Colbert, à l'Assemblée nationale, qui a réuni plus de 200 personnes. Il y avait des gens assis par terre, alors on peut dire presque 300 personnes, de toute origine, de toute génération. Ça m'avait beaucoup impressionné, ce mélange des générations, pour un colloque de haut vol, où nous avons décidé officiellement d'installer ce cercle parlementaire qui était en gestation depuis les premières semaines de la nouvelle législature, de la nouvelle majorité présidentielle. Et nous avions, à l'instar des propositions socles qu'avaient fondées les ONG, 4 engagements phares. Le premier était de responsabiliser les maisons mères. Le deuxième, d'éliminer les obstacles à l'accès à la justice pour les victimes. Et permettez-moi le parallèle avec la loi consommation.
défendu par Benoît Hamon, qui la semaine prochaine permettra d'installer pour la première fois en France l'action de groupe au niveau des consommateurs de l'Hexagone, enfin en tout cas de français, pour pouvoir réagir à un mauvais traitement de tel ou tel producteur ou commerçant. L'action de groupe s'installe dans le paysage du consumérisme français et c'est peut-être le moment aussi pour nous culturellement de pousser l'idée de cette capacité d'action de groupe à l'échelle internationale. En tout cas, c'est le sens de la deuxième proposition. La troisième est de conditionner les investissements et les garanties des institutions financières nationales et internationales, là où nous avons la main, à la satisfaction d'exigences sociales, sociétales et environnementales. Et c'est enfin, puisque c'est la clé de tout, de garantir la transparence et l'accès à l'information sur les activités des entreprises et leur impact en matière de droits humains, d'environnement et de fiscalité. Je le disais à l'instant, le tragique accident de Rana Plaza a mis le sujet de la responsabilité sociale des maisons mères au cœur de l'agenda médiatique et politique. Et nous avons été convoqués ipso facto par Nicole Bricq à Bercy pour une table ronde où nous étions un certain nombre présents. D'une part, les grands distributeurs et plutôt que les fabricants d'ailleurs, les grands distributeurs, les syndicats et les ONG. J'étais le seul, pour des raisons d'agenda, à pouvoir représenter le travail de Philippe Noguès, qui est très présent sur ce sujet de la RSE, et celui de Daniel Auroy. Et aux côtés des syndicats et des ONG, et face à la tentation peut-être pour la ministre de conclure trop rapidement avec les grands distributeurs sur un aménagement, sur une clause provisoire qui garantisse la sécurité dans les bâtiments de production et seulement au Bangladesh, ce qui est déjà un progrès énorme. Et il faut toujours prendre ce qu'on a, qui était le fruit d'une proposition des syndicats là-haut, relayée par les ONG. Nous avons rappelé qu'au-delà du drame de Rana Plaza, il y avait en continu, dans des proportions heureusement différentes, mais de façon séquentielle, des drames humains permanents liés aux conditions de travail dans l'industrie du textile telle qu'elle s'est relocalisée au Bangladesh et dans d'autres pays, et que nous ne sortirions pas par un pansement ou un simple aménagement, mais qu'il fallait vraiment profiter de l'émotion suscitée par cet événement pour l'éduquer, l'informer et enfin bâtir des règles législatives nouvelles. Ce n'est pas impossible, puisque nous avons vu que sur la loi bancaire, votre action, notre action collective, parlementaire et ONG, a permis de façon très significative de bouger les lignes. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais réjouissons-nous quand même qu'en deuxième lecture, et c'est assez historique que dans le Parlement français, en deuxième lecture, il y ait autant d'évolutions, nous ayons réussi à capitaliser des avancées sur la réglementation des fonds indiciaires sur les stocks, sur les flux agroalimentaires, l'interdiction des stocks physiques de céréales par le système bancaire, mais que nous ayons apporté tous les éléments souhaités par les ONG depuis plusieurs années en matière de transparence sur leurs activités. Rappelez-vous la bagarre pour obtenir l'impôt sur les sociétés, le nombre de salariés, l'implantation physique dans les différents pays du monde où ils sont présents, mais également, et ça a été un petit peu l'événement de cette deuxième lecture, la capacité sur initiative gouvernementale de rejoindre le concert des nations, notamment nord-américaines, et d'instaurer un FATCA à la française, donc transparence sur la transcription des informations pour tous les ressortissants français. C'est une révolution. Et puis, lancer, à notre sens, et j'en ai été porteur, je peux en être témoin, comme ce qu'on appelle un amendement d'appel, c'est-à-dire quelque chose qui a appelé une réponse de Pierre Moscovici du type on verra un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, quand les conditions seront réunies. C'est l'appel à étendre la transparence exigée au système bancaire à l'ensemble des entreprises multinationales. Parce qu'il n'avait échappé à personne que la fraude fiscale, baptisée publiquement optimisation fiscale, n'était pas le monopole des banques, mais que les grandes multinationales, par leur holding ou leur propre flux financier, avaient la capacité à camoufler, à trafiquer et à tricher avec l'argent du monde. Eh bien, cet amendement a été reçu. Bien sûr, il est conditionnalisé à un décret qui détermine le nombre de sociétés concernées. On n'imagine pas que les entreprises du CAC 40 puissent en être exclues. Et bien sûr, il est conditionné, enfin je dis bien sûr, on peut le regretter, mais la France, en l'occurrence, n'est pas héroïque. Il est conditionné à une directive européenne dont il n'est pas illusoire de penser qu'à l'horizon proche, et je fais un pari, peut-être cet été,
elles prennent une traduction européenne, donc française. Et la France, par notre voix, par votre voix et par l'accord du gouvernement, aura été pionnière dans l'audace d'élargissement multinational. Et ça pourrait devenir une réalité plus rapidement que prévu. On se retrouvera à l'automne, on en reparlera, mais je pense que l'été peut nous réserver une bonne surprise. En tout cas, il y a un bon vent de ce côté-là. D'autres signes positifs sont envoyés par les ministères. Nous pourrions évoquer l'engagement de Pascal Canfin, notre collègue et ami Daniel Auroy, qui, devant la représentation nationale, a redit sa volonté de tirer la mondialisation vers le haut. Et il a dit réfléchir à la possibilité d'intégrer la question de la responsabilité juridique des filiales avec les maisons mères dans un projet de loi cadre sur les conditions du co-développement, et cela dès l'automne ou début 2014. Pour notre part, nous sommes plusieurs, et Daniel Auroy en fait partie, à être plutôt réservés sur une loi qui serait prise dans la précipitation pour répondre à l'émotion du drame de Daca. Nous pensons en effet que les capacités des multinationales et des acteurs économiques mondiaux sont énormes quant à leur capacité à détourner, à contourner ou à falsifier les conditions d'application de la loi. Donc nous pensons qu'il nous faut prendre le temps. Bien sûr, le plus rapide sera le mieux, mais nous n'aurons pas l'occasion de revenir 3 fois sur ce sujet. Et s'il faut prendre 3 mois de plus, 6 mois de plus, il faut les prendre pour qu'à la fin, nous ayons non pas une illusion de réforme législative, mais une véritable réforme législative qui change la donne en la matière. L'urgence en la matière pourrait être mauvaise conseillère, elle pourrait être le fruit de politiques d'annonce, et nous souhaitons avoir, pour le coup, un travail en profondeur. C'est le travail qui est engagé notamment par toutes les ONG qui sont engagées, et un travail d'étudiants de Sciences Po est en cours. Il pourrait prendre la forme à court terme, en termes d'actes politiques, d'une proposition de loi portée par le Parlement qui poserait les jalons et mettrait les bornes de façon très forte sur l'horizon qui est le nôtre en la matière. Et puis, comme autre élément d'éclairage intéressant, nous pouvons citer le lancement de la plateforme responsabilité sociale des entreprises sous l'autorité de Matignon. Le Premier ministre s'est lui-même engagé sur cette plateforme RSE qui rassemble certes à l'échelle nationale, mais tout de même l'ensemble des acteurs concernés. Je vais à la conclusion de cette introduction pour vous dire que nous avons aujourd'hui, avec la loi consommation, avec une future loi qui intégrerait à terme, et le court terme n'est pas forcément le meilleur temps, une loi sur les filiales, avec l'actuelle loi sur les fraudes et puis la deuxième lecture sur la loi bancaire avec une traduction multinationale à l'horizon européen, un vent favorable. Un vent favorable qui s'est nourri tantôt de drames internationaux qui ont révolté l'opinion publique et que vous avez avec intelligence relayé. Un vent favorable, et c'est un peu la honte de la République liée à des scandales comme ceux de l'affaire Cahuzac, bien sûr, mais également un vent favorable lié à une montée en puissance d'une opinion publique la plus cultivée, la plus aiguisée. Et ça, c'est votre travail qui fait qu'aujourd'hui, il y a une exigence citoyenne qui est en train de monter pour que nous allions plus loin. Je termine sur ce point parce que cette conscience citoyenne reste très largement la conscience de classes moyennes, cultivées, éduquées, et de militants issus de milieux où on a une certaine capacité, une capacité, comme dirait Amartya Sen, à changer le monde, à mobiliser des énergies, à monter des réseaux. Elle reste relativement étrangère aux milieux populaires, aux personnes qui n'ont accès à la culture que par les masses médias. Et c'est, pour ma part, comme militant, mais aussi comme élu politique, une question fondamentale. Et je fais donc le lien avec le sujet d'aujourd'hui. D'une façon générale, nous avons deux scénarios qui s'ouvrent à nous demain. Les milieux populaires, ceux qui sont les classes laborieuses, ceux qui sont dans le monde du travail, des conditions encore difficiles parfois dans nos pays, en France, en Europe, ceux qui subissent le risque permanent de la précarité, peuvent demain faire du travailleur bangladais, du travailleur congolais, leur adversaire, qu'ils soient immigrés ou producteurs à bas coût dans une autre région du monde, ils peuvent devenir des adversaires. Et nous voyons bien quel populisme et quelle démagogie cela peut nourrir et à quelles impasses cela peut nous mener. Je ne veux pas faire de raccourci électoral et avoir passé d'un focus très large à de l'analyse d'épis phénomènes électoraux, mais tout de même, si nous regardons les tendances lourdes, nous pouvons avoir une classe laborieuse, des milieux populaires qui décrochent en faisant de la mondialisation l'adversaire, et à tous ceux qui l'illustrent, immigration
et autres pays émergents, les adversaires d'un bien-être et d'un équilibre français dont on serait nostalgique. Il y a un autre scénario, et ce scénario, c'est évidemment le nôtre, c'est celui de la cercle vertueux des combats, celui qui, au bout du monde et ici, appelle à plus d'égalité, à plus de dignité dans le monde du travail. Et je suis très heureux que nous ayons consacré une soirée entière pour aborder cette question des régulations internationales et de nos combats législatifs à venir à partir des conditions de vie, du lien entre les conditions de vie et des luttes menées ici et là par les travailleurs qui, dans le monde, font tourner les usines du monde. Je vous remercie et c'est Daniel Leroy qui conclura nos travaux tout à l'heure. Bravo, encore une fois, félicitations et un grand bonheur de vous accueillir. Nous avons une bonne heure pour nous cultiver puis échanger. Merci. Merci. Il y a encore des personnes qui arrivent. Oh, merci Dominique. Je vais très rapidement introduire les thèmes qu'on va traiter, même si ça a été largement déjà abordé. Je veux dire juste pourquoi on a choisi de faire cette conférence et de l'appeler, de donner ces titres dont chaque mot est pesé et a une signification. Mondialisation dérégulée, on le disait, l'ennemi n'est pas la mondialisation, c'est plutôt le fait qu'il manque de règles aujourd'hui, et notamment pour les acteurs qui ont la maîtrise des échanges internationaux. Vous l'avez su, c'est une période amère dans laquelle l'actualité nous a montré quels peuvent être les impacts catastrophiques des chaînes d'approvisionnement sans contrôle au Bangladesh, mais on entend aussi des délocalisations massives. Jusqu'à la semaine dernière, une grande entreprise française, Michelin, annonce la fermeture d'un site en France, alors qu'on en ouvre un exactement en Inde, toujours poids lourd. Et on pourra en parler, il y aura certainement d'autres cas. Et bien sûr, on a profité de l'occasion du jugement qui va arriver demain et dont on parlera sur l'affaire Comilog, qui est un jugement attendu depuis 22 ans maintenant. Mais également, on a profité de l'ouverture de la conférence sociale qui débute demain pour essayer de questionner justement ce que nous, les ONG qui travaillent sur la solidarité internationale, savent et voir quel est le lien avec les problématiques qui existent en France ou en Europe plus généralement, c'est de localisation massive, etc. En gros, essayer de mettre les mots derrière certains phénomènes qu'on appelle finalement dumping social, dumping environnemental. Qu'est-ce que c'est un dumping social, un dumping environnemental? C'est l'effet de pouvoir abuser des droits des travailleurs dans d'autres pays. C'est l'effet de pouvoir violer les droits de l'environnement dans d'autres pays, et finalement sans payer, sans risquer, sans en avoir la responsabilité. Dominique Potier le disait, aujourd'hui, les multinationales n'existent pas. La multinationale n'existe pas en tant que personne morale. On y reviendra certainement plus spécifiquement, mais depuis 30 ans, le droit des sociétés n'a pas évolué en France, en Europe et dans d'autres pays de manière générale. À savoir qu'on reconnaît l'autonomie juridique de chaque entité qui compose un groupe. Areva Niger, on n'a rien à voir juridiquement avec la maison mère ici. En tout cas, elle n'est pas, la maison mère ne peut pas être tenue comme juridiquement responsable pour les agissements de sa filiale sur place en cas de violation. Quoique, on a des preuves que parfois on peut y arriver par de la jurisprudence, mais la loi ne prévoit pas ce type de choses. Alors, comment on peut prétendre d'expliquer les phénomènes des délocalisations, de la casse de l'emploi, de la crise sociale en Europe et en France, sans prendre en compte la nature de l'acteur société multinationale finalement, et sans y apporter des réponses pour faire en sorte qu'il y ait une forme de responsabilité? La question est simple et nous aimerons qu'un peu demain aussi et dans les jours qui viennent soit abordée dans le cadre de la conférence sociale. C'est est-ce qu'une entreprise finalement qui ne risque rien en délocalisant dans d'autres pays parce que là-bas elle peut profiter d'un cadre légal plus fragile, quel est l'intérêt finalement pour cette entreprise de vraiment rester en France, en Europe, tout en sachant qu'ici le cadre légal est très strict et que finalement elle peut incomber sur des sanctions si elle viole les droits des travailleurs ou les droits de l'environnement. Voilà, essayons
d'amener un peu ce type de réflexion petit à petit, sans stigmatiser, bien évidemment, les commerces internationaux. Ce n'est pas notre but, mais essayer un peu de comprendre les phénomènes. Pour ce faire, on va avoir plusieurs interventions autour de la table qui vont être plutôt courtes, donc les intervenants le savent, je vais essayer de décadrer au maximum le temps, d'autant plus qu'on est un peu en retard. On commencera bien évidemment par M. Mukuyu, qui est donc président du collectif des anciens travailleurs de la Comilog. Il nous expliquera quels ont été les problèmes, quelles sont les principales étapes de son combat et du combat de ces autres travailleurs qui ont été licenciés abusivement il y a 22 ans. Pauline Kellen de l'association Sherpa, responsable du plaidoyer, qui nous expliquera effectivement quelle peut être demain l'issue de ces jugements et quelles sont les difficultés à rester une société mère en France pour les agissements de ses filiales à l'étranger. Naila Ajoltouni, coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette, elle reviendra sur l'affaire Bangladesh, elle nous expliquera surtout qu'est-ce que les collectifs Éthique sur l'étiquette et les autres ONG qui travaillent sur cette question sont en train de mener pour obtenir réparation pour les victimes de Daca. Pierre Mazot, responsable RSE de EDF, du groupe EDF. Il nous expliquera un peu quelles sont les possibilités pour une entreprise de prévenir les violations éventuelles et également en tant que représentant d'entreprise pour les droits de l'homme, qui est un collectif d'entreprises travaillant sur ces questions. Sabine Gagné, coordinatrice des projets acteurs économiques d'Amnesty International, qui nous présentera les travaux qu'on est en train de mener justement depuis un an pour arriver à des propositions claires, faciles, simples et pas révolutionnaires finalement, mais qui accompagnent vers la régulation de ces acteurs au niveau international. Et enfin, nous attendons un dernier intervenant, Maître Fyodor Rilov, un avocat spécialiste du droit des travailleurs qui se bat notamment contre celles qu'on peut appeler des fausses délocalisations, en tout cas des fausses restructurations, parce qu'il a réussi à obtenir il y a 5 ans dans l'affaire Samsonite la condamnation justement pour fraude. Voilà, donc je vois qu'il y a Daniel Auroy qui est arrivé, on l'a fait installer ici. Je vais laisser la place, Daniel. Non, on peut... Bonjour, ça va? On était tout juste en train de commencer. C'est parfait. On va y arriver. Voilà. On est un peu serré. Donc j'étais tout juste en train de passer la parole à M. Mukuyu pour qu'il nous explique les problèmes qui ont accompagné son cas. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement il y a 22 ans à la Comilog. C'était qui cette entreprise qui est aujourd'hui détenue à 63% par l'entreprise Eramet, entreprise française. Je vous laisse donc la parole. Bien. Merci de m'avoir accordé la parole. Le fait que je me retrouve parmi vous ce soir me donne beaucoup de force. Et je peux vous dire, comme je dis souvent, même quand je viens au procès, que je ne viens pas seul. Je suis accompagné par 895 personnes qui viennent avec moi. Parce qu'ils savent que depuis un certain temps, le combat n'est pas facile. Il faut des hommes engagés pour que nous puissions arriver à bon port. La Comilog en elle-même n'était pas une mauvaise entreprise pour nous en Afrique. Déjà pour le Congo, la région du Niari était vraiment dans de bonnes conditions avec la Comilog. Et nous sommes restés durant un bon bout de temps. On n'avait pas de problème. Les gens se comportaient très bien. Et chose curieuse, la maison mère descendait jusqu'à Makabana. Visiter les locaux, discuter avec les travailleurs. Donc, le directeur général de l'entreprise était connu de tout le monde. C'est lui-même qui descendait à Makabana pour dire, bon, les gens ont tellement trop bien travaillé, je décide qu'on leur donne un 14e mois ou un 15e mois. Quand ils décident comme ça, ça se fait dans les 3 heures qui suivent. Donc les gens étaient habitués à vivre dans de bonnes conditions.
Sur le plan social, la communauté a soigné presque tous les Congolais. Vous arrivez, vous êtes hospitalisé, la communauté s'occupe de vous, aussi coûteux que soit le traitement. En tout cas, la communauté devait soigner. Mais tout a basculé quand ils ont pensé à construire le chemin de fer. Quand le chemin de fer était fini, ils ont posé un préalable à l'État gabonais en disant « Mais nous avons construit notre chemin de fer au Gabon. Allons-nous continuer à faire passer le manganèse par le Congo ?» Et cette question avait trouvé une réponse parce qu'on a fait le partage de trafic. Par le port de Vendo, il y avait la moitié qui passait et par Pointe-Noire, le reste. Et nous, ça ne nous disait pas grand-chose. On ne pensait pas qu'un jour à l'autre que l'entreprise devait fermer. Or, pour le Gabon, ils cherchaient de voies et moyens pour arriver à la fermeture de l'entreprise au niveau du Congo. Avant qu'il y ait cet accident ferroviaire, nous avons attiré l'attention de la direction générale du fait qu'elle devait créer une compagnie entre le CFCO et la Comilog, une compagnie mixte qui devait transporter du bois. La Comilog donnait les machines et le CFCO donnait les wagons. Nous avons dit à M. le directeur que toutes les machines que vous avez mises à la direction du CFCO, ces machines-là ne freinent pas. Et c'est très préjudiciable pour les conducteurs. 2. Tous les conducteurs que vous avez mis sur ces machines-là, c'est des messieurs qui étaient déjà partis à la compression pendant 4-5 ans. Vous les avez rappelés sans recyclage. Non seulement ils vont rouler sur la partie qui n'ont jamais roulé depuis qu'ils étaient conducteurs, parce que sur le côté CFCO, ils ne passaient pas par là. Il fallait qu'il y ait un recyclage à ces conducteurs-là, connaître comment la voir, parce qu'il y a tellement d'aléas dans la conduite. Bon, la direction ne nous a pas compris pour ça. Elle a préféré mettre les machines à la disposition du CFCO et des conducteurs. Et la suite, c'est l'accident. L'accident est provoqué par le mauvais freinage des machines et la mauvaise connaissance de la voie par les conducteurs. Voilà les deux principales raisons. Et nous, quand il y a eu cet incident, le collectif de cet incident est venu nous voir pour nous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Nous avons remis des procès-verbaux, des réunions qui demandaient au directeur de prendre ses dispositions. Et quand on a remis ça au directeur CFCO, le directeur CFCO était tellement très content. Il s'est dit, à partir de là, nous aurons la vie sauve. Et à notre grande surprise, c'est le ministre gabonais qui prend une décision d'arrêter le trafic chez nous. Dans la mesure où, à la création de l'entreprise, il y a des documents qui disaient ceci, que ni le Gabon, ni le Congo ne peuvent pas s'immiscer dans les affaires de la Comilog. Tout problème doit trouver un compromis normal. L'entreprise doit se battre elle-même pour trouver un compromis. Donc, nous n'avons rien à faire dans la gestion ou bien le travail de Comilog Congo au niveau du Gabon comme au niveau du Congo. Mais quand le ministre décide qu'il fallait arrêter, on a arrêté. Et nous nous sommes dit, connaissant bien notre direction générale, que nous n'allons pas rester pendant 3, 4, 5 mois sans pourtant qu'on nous appelle pour percevoir nos droits. Mais au fur et à mesure, les jours passaient, on ne comprenait plus rien. Et l'entreprise s'est arrêtée définitivement le 31 octobre 1992. Quand elle a arrêté, nous nous sommes dit, mais il faut porter plainte. On a porté plainte à Pointe-Noire. Quand on convoque la Comilog à Pointe-Noire, la Comilog vient et le tribunal de Pointe-Noire dit ceci, vous devez payer vos travailleurs comme il se doit au lieu de le laisser sur le paillasson. La Comilog trouve toujours une raison. Bon, je vous déclare incompétent parce que la Comilog est dans la région du Niari. Le tribunal, c'est dans la région du Kouilou. Ça, je ne peux pas venir me présenter là-dessus. Donc, il fallait donc amener le problème au niveau de la région du Niari. Quand nous sommes arrivés à la région du Niari, là-bas aussi on lui a demandé de payer ses travailleurs. La Comilog a préféré se rabattre au niveau de Brazzaville.
Et c'est au niveau de Brazzaville qu'elle a commencé par trouver des voies et moyens pour nous emmerder. Parce que personne n'a accepté que nous portons plainte au niveau du Congo. Personne. On a tenté à maintes reprises, on nous dit, ah, je ne peux pas prendre en compte cette affaire-là ni de compte parce que je risque de perdre mon emploi. Quand un avocat vous dit ça, bon, ben, vous êtes obligé de rester dehors. Vous ne savez même pas quel sens vous voulez. Et quand les choses changent, le président Lissouba nomme un ministre pour le dossier Comilog. Ce ministre-là s'est rendu jusqu'au Gabon pour discuter avec les autorités de la Comilog. Malheureusement, quand le ministre revient, c'est la guerre qui éclate et les choses sont parties en fumée. Et quand ce ministre-là est passé, nous étions restés donc sur le personne, on ne savait pas à quel sens se vouer. Après, bon, ben, nous avons reçu quand même une piste. Quelqu'un nous a dit, ben, écoutez, il y a Maître William qui arrive au Congo la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez faire un dossier pour lui remettre, pour voir si ça peut trouver une solution? On a fait le dossier. On a transmis le dossier. Quand on a transmis le dossier, quand il est arrivé en Afrique, principalement à Pointe-Noire, il nous a reçus et il a écrit à la direction communale pour demander à ce que cette affaire-là soit traitée à l'amiable. Alors la réponse du directeur communologue vraiment était tellement très sanglante que le maître ne comprenait plus rien. Pendant que l'affaire était en justice, la communologue cette fois-ci vient nous voir. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez écrire au tribunal pour suspendre votre plainte et on va traiter l'affaire à l'amiable. C'est une façon pour la communauté de nous divertir. On a bien écrit au tribunal, on a suspendu toutes les procédures et nous sommes restés de 1993 jusqu'en 2003. Ça ne disait pas grand-chose. Par la suite, nous avons posé le problème et on a été en réunion avec l'État congolais. Malheureusement, au moment de partir au Gabon, aucun travailleur ne pouvait partir. L'administration elle-même est partie au Gabon. En fait, il n'y avait même pas une grande réunion parce que quand ils sont arrivés, on les a demandé de signer un protocole d'accord pour lequel la réunion n'avait jamais eu lieu. Mais ils ont mis la signature sur ce protocole d'accord. Ce protocole d'accord interdisait toute poursuite judiciaire sur le problème Comilog. Dans ce protocole d'accord, l'État congolais s'est substitué à la Comilog. Nous nous sommes posé beaucoup de questions, mais si l'État se substitue à la Comilog, c'est qu'il y a quand même anguille sur roche. Pourquoi? Dans la mesure l'entreprise Comilog, c'est une entreprise qui évolue au Gabon. L'État congolais va se substituer à la Comilog pour quel motif? Ça, on a cherché à fouiller les dessous de table et on a retrouvé quand même certaines traces, c'est que c'est la récompense. La guerre était chez nous, la Comilog avait mis pied dans la guerre et à la fin, elle a demandé aux autorités, ben moi, durant tout le temps que j'ai fait la guerre, aux côtés du président actuel, voilà ma dépense, 1,2 milliard. Et on lui dira, bon, ben, écoutez, comme vous avez dépensé 1,2 milliard prochainement, ne payez plus les travailleurs Comilog, nous, on va s'en occuper. Voilà le grand qu'il faut que ce soit celui-là. Donc, nous sommes restés dans cette situation-là. Quand on demande à la Comilog dit, moi, je n'ai plus de compte à régler avec vous, c'est l'État congolais qui va régler avec vous. Mais l'État ne nous a jamais appelé pour dire, voilà, moi, je me suis substitué à la Comilog, venez, on va régler ce problème-là. Jamais, ils sont restés tout indifférents. Et quand ils ont appris qu'on a porté plainte au niveau de France ici, le premier jour où nous sommes arrivés au tribunal, on se disait même, quel avocat nous allons croiser ici? Heureusement, on a croisé Maître Valérie qui était là, qui attendait. Il a dit, ah bon, ben, Comilog a même envoyé son avocat, bon, on va continuer. Et de là, on a reçu une correspondance de l'avocat gabonais, M. Tati, qui disait qu'il était avisé en retard et qu'il ne pouvait pas se retrouver en France pour l'audience. En fait, M. Tati n'était pas occupé. M. Tati, ayant reçu la convocation du tribunal, du prud'homme, s'est rendu à Brazzaville
pour dire, écoutez, là-bas, le problème va connaître un dénouement. Alors, ce que nous devons faire, c'est simuler un procès pour dire que l'affaire est en cours dans les tribunaux du Congo. Et ils ont signé des papiers. Le président de la Cour suprême a ordonné les juges là-dessus pour dire que non, l'affaire est au Congo. Malheureusement, nous avons démontré que la notification devait passer par moi. Je n'ai jamais reçu de notification pour ce problème, donc c'est une mascarade. En plus, dans n'importe quelle organisation, quand vous voulez faire du faux et que vous ne donnez pas le pot de vin à tout le monde, celui qui n'a pas reçu le pot de vin, c'est celui qui va trahir toujours. Et parmi ceux qui étaient autour de l'avocat Komilov à Brazzaville, il y avait un huissier qui n'avait pas eu son compte. Et c'est à lui qu'on demande de faire tout le travail. À la fin, il a dit non, je n'ai pas fait le travail, c'est vous qui avez reçu le pot de vin. Moi, je n'ai rien reçu, je vais faire le travail de votre compte. Et c'est lui qui va prendre le téléphone pour appeler notre ancien avocat pour dire, ben, écoute, voilà ce que je rencontre ici. Bon, ben, donc, dis à M. Mukuyu, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons ici. À partir de là, nous on avait compris que c'était une mascarade, il voulait seulement nous embrouiller. Et quand il vient au tribunal ici en France à l'audience, pour la Komilov, la France ne peut pas trouver la solution à ce problème. Il faut que l'affaire reparte en Afrique. Parce qu'ils savent que dès que ça va repartir en Afrique, personne ne sera payé correctement. Personne. Et je tiens à vous dire, ce qu'on m'avait dit Maître Eric, que si nous, Français, ne prenons pas cette affaire-là au sérieux pour qu'on paye les travailleurs comme il est au Congo, ici en France, si l'affaire repart en Afrique, personne ne sera payé. Parce qu'on va intimider les gens, comme d'habitude, et les gens auront peur. Si moi j'avais peur, j'allais déjà laisser ce dossier depuis longtemps. Mais je me dis, c'est une affaire de tout le monde, je ne dois pas lâcher prise. Même s'il faut en mourir, bon, je vais mourir, il n'y a pas de problème. Parce que je tiens à tous les coups que nous soyons payés. Et si vous vous lâchez les bras pour dire, voilà, ben, écoutez, on leur laisse cette affaire repartir en Afrique, c'est que vous êtes d'accord avec l'État congolais qui ne veut pas nous payer. Donc, quand je me retrouve devant vous ici, mais je regarde presque, vous n'êtes pas des étrangers pour moi parce que vous dites que vous êtes pour nous des frères. Vous compatissez avec nous dans notre grand combat. Et nous vous demandons que vous nous aidiez. Parce que si vous ne nous aidez pas, on ne s'en sortira pas. On est déjà à la 21e année, vous voyez bien. Nous étions 895. Vous enlevez déjà près de 300 qui sont déjà morts. Et ceux qui meurent dans les conditions les plus dramatiques, bon, pour un comprimé de Nivaquine qui manque, il n'a pas l'argent, pour un ceci qui manque, bon ben, vous apprenez qu'un tel est mort tous les jours. Chaque mois, on enregistre au moins 2 décès. Quand il y a 2 décès, on se dit, bon, c'est quand même bien. Il y a des mois où on va parfois jusqu'à 5, 6, 7. À cette allure-là, bon ben, la Komilov souhaite que tout le monde meure. Après, il va brandir, je ne sais pas quelle loi pour dire, voilà, bon ben, comme tous mes travailleurs sont morts, je ne paye plus personne. Bon ben, c'est peut-être ça qu'elle est en train d'attendre. Donc voilà. Si je me mets à expliquer, rentrer encore en long et en large, on va rester ici presque pendant 3, 4, 5 heures de temps. C'est à peu près... On aura du temps pour les questions. Merci, merci, M. C'est ça qu'il y avait à vous expliquer. Je pense que oui. Une exception pour vous. Je vais vous demander de ne pas applaudir pour chaque intervention. Par contre, ça va nous faire gagner du temps. À la fin, on pourra faire, mais en raison des heures de voyage que M. Mukuyu a fait, et l'intérêt de son témoignage, bien évidemment, il est important de l'entendre. Cela veut dire que mes chers collègues, ils devront se auto-limiter un petit peu dans leur prise de parole. Je passe rapidement, ça ne marche pas l'autorégulation, elle a raison. Et Pauline, du coup, Sherpa a décidé de porter ces cas en France. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quels sont les outils que vous avez mobilisés et pourquoi demain on pourrait avoir finalement un nouveau précédent vers plus de responsabilités? Un nouveau précédent ou pas, en fait, pour résumer un petit peu, donc Sherpa a été contacté en
2007, enfin avant encore, mais en tout cas on a lancé l'assignation devant le Conseil des prud'hommes, qui est donc un tribunal du travail, en 2007. Et à ce moment-là, on a constitué, comme vous disiez, 895 dossiers. Donc il n'y a pas encore la class action en France. Pour autant, ça n'empêche pas du tout qu'il y ait des contentieux de masse. Et voilà, le tribunal des prud'hommes s'était prononcé en 2011 sur son incompétence, d'où le problème. Et nous avons donc fait appel et nous arrivons avec une décision demain de la Cour d'appel qui va se prononcer sur la question de oui ou non la France est-elle compétente, en tout cas la juridiction française compétente sur le litige. Et finalement, en fait, le contentieux comilog, et ce que disait très bien M. Mukuyu, ça démontre à quel point peut-être que l'injustice pour les travailleurs est partout, elle est universelle, mais l'accès à la justice, ce n'est pas le même en fonction du pays d'où l'on vient. Et finalement, pour les victimes ou les travailleurs du Sud victimes de violations des entreprises multinationales, pour obtenir réparation des violations, c'est un parcours du combattant. Parcours du combattant, pourquoi ? Parce qu'on l'a vu déjà localement, il y a très souvent une collusion importante entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, un manque de volonté de poursuivre. Il y a même une dépendance entre l'État et souvent les entreprises qui s'implantent chez lui et qui du coup cassent complètement la volonté des juges de répondre à un contentieux qui serait porté par les victimes de ces entreprises. Donc localement, c'est très difficile. Et la France, qui est finalement le pays où les sociétés mères de ces entreprises sont parfois implantées, paraît être finalement le dernier rempart à l'impunité. Sauf que même là, il y a de nombreux obstacles pour pouvoir obtenir que la France se prononce sur un contentieux qui concerne, comme l'affaire Mukuyu, des violations qui sont commises à l'étranger, contre des victimes étrangères et par des entreprises parfois même étrangères. Alors ces obstacles, ils sont de trois sortes. Déjà, il y a la question de la compétence du tribunal. Est-ce que le tribunal se reconnaîtra ou non compétent ? Il y a aussi la question de la loi qui sera applicable au litige, parce que ce n'est pas nécessairement la loi française qui sera désignée. Et aussi la question de l'identification de l'auteur de la violation. Donc je vais développer ces trois points rapidement. Sur la compétence déjà, l'idée étant que la France ne peut pas être le tribunal du monde, si on peut utiliser cette formule, et que du coup il y a des règles qui permettent de déterminer si oui ou non, sur un litige qui est vraiment international, elle pourra se reconnaître compétente. Alors il y a des règles qui sont déjà déterminées au niveau européen pour harmoniser en fait l'identification du tribunal compétent, mais on a notamment en France ce principe de privilège de juridiction où si un demandeur, c'est-à-dire par exemple la victime serait française, le tribunal français peut être compétent, ou si encore le défendeur est français, donc si par exemple on engageait la responsabilité de la société mère, le tribunal pourrait être compétent. Mais en dehors de ces cas, dans des cas purement internationaux, comme l'affaire Comilog, et je parle là de contentieux plutôt civil parce qu'au pénal c'est encore différent, mais dans un contentieux comme Comilog où tout est international, quand on a engagé la responsabilité de la filiale qui est gabonaise, la seule porte finalement d'accès à la justice française, c'est le déni de justice. Et c'est ce sur quoi on a des grands espoirs demain de peut-être obtenir la compétence de la juridiction française, parce qu'il serait établi que la justice locale était impossible. L'accès à la justice ne serait pas possible et que par conséquent, si la France n'accepte pas de juger, personne ne jugera. Donc déni de justice, c'est ce qu'on pousse et on vous dira demain ce que ça a donné. L'autre obstacle, c'est donc la loi, parce qu'à part au pénal, où ça va être toujours la loi française qui est applicable, au civil, il peut être une autre loi qui sera désignée pour finalement résoudre tout le contentieux. Or, on le sait bien, dans certains États, la loi n'est pas du tout aussi protectrice que la France, ce qui fait qu'on peut finalement déboucher à très peu de réparation pour les travailleurs. Donc ça, c'est une autre problématique. Et la troisième, c'est donc l'identification de l'auteur, parce que pour des contentieux comme celui de l'affaire Comilog et différents contentieux que porte Sherpa en général, on est souvent dans des situations où on a des montages de sociétés qui sont très complexes, avec des sociétés mères qui établissent des filiales à l'étranger, qui pour autant continuent d'avoir un contrôle sur ces filiales, elles s'immiscent dans leurs activités, des fois elles prennent même les décisions à leur place. Monsieur Mukuyu disait qu'il y avait le directeur général de la société mère qui venait régulièrement voir comment ça se passe. Donc on a cette relation factuelle qui est établie et qui est très fusionnelle, mais juridiquement, c'est ce que Antonio le disait, juridiquement ce sont des entités qui sont séparées, qui sont autonomes, et du coup, pour par exemple cette question du licenciement, en principe, la société qui est responsable juridiquement, c'est uniquement la filiale, même si ce serait la société mère qui aurait pris la décision.
Donc ça, c'est une vraie problématique en droit des sociétés, et on essaye, nos organisations, de pousser justement pour qu'on lève ce voile juridique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de domaines du droit où ce voile juridique a de toute façon été levé. Et on a par exemple l'exemple avec l'avocat qui est présent ce soir, d'un contentieux du travail, qui est l'affaire Areva. Pas de souci, allez-y. Qui a été porté devant le tribunal aux affaires de la sécurité sociale de Melun récemment, où la société mère, Areva, a été reconnue responsable de la maladie professionnelle qui avait été contractée par un ancien salarié d'une filiale nigérienne sur le fondement d'une théorie qui est la théorie du co-employeur de fait. Donc ça, c'est une théorie qui se développe en droit du travail qui permettrait justement de faire cette levée du voile. Ça, c'est notamment ce qu'on essaye de faire avec le contentieux Comilog, puisque, outre la responsabilité de la filiale gabonaise, nous essayons d'engager la responsabilité des mères françaises. Alors, Eramet n'avait pas pris d'action auprès de la Comilog, de la Comilog au moment où le licenciement s'est passé, mais nous essayons d'engager la responsabilité notamment des sociétés Comilog France et Comilog International, qui ont leur siège en France, et qui bénéficient finalement des bénéfices qui sont réalisés par la filiale, qui parfois s'immersent dans les décisions, etc. À ce stade, nous n'avions pas suffisamment de documentation, parce que, comme ce qui a été dit par M. Potier, l'accès, la transparence et l'accès aux informations des entreprises est très difficile. Donc nous avons demandé aux juges, à l'époque au Conseil des prud'hommes, de délivrer un certain nombre de documents pour permettre d'établir la responsabilité des maires, mais ça n'a pas été fait par le Conseil des prud'hommes, donc nous espérons demain que la Cour d'appel pourra ordonner la délivrance de ces documents. En l'occurrence, en tout cas, pour conclure, cette question de la responsabilité mère-filiale et plus largement aussi de la responsabilité donneuse d'ordre sous-traitant, c'est une vraie problématique, notamment pour l'accès à la justice des victimes, puisque dès lors qu'on pourrait engager, par exemple, la responsabilité de la mère, qui parfois a pris donc la décision, ça implique notamment la compétence des juridictions françaises, puisqu'on a ce privilège de juridiction qui fait que les juges français peuvent être compétents face à une société française. Donc c'est une vraie problématique et nous poussons pour que ce soit adopté très prochainement dans la loi française. Voilà. Merci Pauline. Qu'est-ce que je vous avais dit? Alors désormais il faudra les faire pour tous, hein, parce que bon. Alors voilà, juste ça met l'ambiance dans des questions qui sont parfois dures. Justement, on en a vécu une il y a quelques semaines, l'affaire du Rana Plaza au Bangladesh. Question similaire se pose, on a là Jaltouni des titres sur l'étiquette sur la réparation des victimes. Alors là, il s'agit des sous-traitants en chaîne, donc aucune entreprise française, européenne va déclarer être vraiment responsable, mais vous avez trouvé peut-être une autre manière d'obtenir réparation pour les victimes. Merci. Bonsoir. Donc effectivement, je vais peut-être revenir très rapidement sur cet accident du Rana Plaza avant de donner un petit peu les analyses que nous avons pu en tirer et ce que ça pose en termes de compensation, de réparation des victimes. Donc effectivement, le 24 avril dernier, une usine de 8 étages qui abritait un immeuble de 8 étages qui abritait 5 usines textiles produisant pour de grandes marques internationales, européennes, et américaine de l'habillement s'effondre, faisant dans le premier jour un bilan terrible de 300 morts, ce qui constituait déjà au premier jour de l'accident l'accident le plus grave ayant abouti au décès de travailleurs. 7 semaines après, on a atteint le chiffre de 1129 morts et de 1500 blessés, ce qui en fait bien sûr la catastrophe industrielle la plus grande de tous les temps dans ce contexte. Bien sûr, la première, donc pourquoi est-ce qu'il y a aussi une médiatisation aussi importante, c'est que très rapidement, au-delà du nombre terrible de personnes décédées, nous avons pu identifier les donneurs d'ordre qui produisaient dans ces usines, et cela par le biais d'organisations locales qui sont des syndicats ou des ONG, qui sont nos partenaires sur le terrain, que nous soutenons au collectif Éthique sur l'étiquette à travers nos actions, et qui sont en capacité de documenter les violations qui sont perpétrées dans les unités de production textile, et notamment de faire ce travail un peu macabre des comptes des victimes, etc. Et donc par ce biais, nous avons été en mesure de
de documenter ce nombre et d'identifier les marques qui produisaient. Alors la première réaction des marques internationales et françaises également, c'est effectivement un déni de responsabilité, voire même de production dans ces usines. C'est-à-dire qu'on assiste parfois à un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'on nous demande, nous, de prouver qu'effectivement, elles produisaient, que nos informations sont avérées, que ces marques produisent dans ces usines. Puis bien sûr, le deuxième obstacle extrêmement important, c'est ce qu'on a évoqué en introduction et depuis le début de cette table ronde, le fait que dans la question de la chaîne de sous-traitance, et c'est en relation directe avec cette mondialisation dérégulée que l'on tente de décortiquer, d'expliquer ici, cette chaîne de sous-traitance ne met pas en lien directement un donneur d'ordre, une entreprise, avec ses fournisseurs et ses sous-traitants. C'est le cas dans le secteur textile, c'est aussi le cas dans le secteur du jouet, dans le secteur de l'électronique, dans de nombreux secteurs qui font appel à une forte intensité de main-d'œuvre, à très peu de mécanisation. Et la mondialisation, dans le secteur, a permis, elle a été complètement dérégulée en 2005 avec le démantèlement de l'accord multifibre, et elle a permis justement de diluer la chaîne de sous-traitance, la chaîne d'approvisionnement de ces multinationales, et dans le même temps de diluer leurs responsabilités, puisque elles ne sont pas liées ni juridiquement ni contractuellement avec cette chaîne de sous-traitance de rang 2, de rang 3, etc. Donc l'urgence aujourd'hui, effectivement, ça a été d'assurer la compensation des victimes. Et étant donné qu'il n'y a pas de tribunal compétent pour juger la responsabilité de ces multinationales, on en passe par un système de négociation entre syndicats locaux, mais aussi les fédérations syndicales internationales telles qu'Industry Hall, qui rassemble les syndicats de l'industrie à travers le monde, et les organisations comme Éthique sur l'étiquette ou notre réseau européen de Clean Clothes Campaign, puis bien sûr les multinationales, pour qu'elles acceptent une compensation qui est cette fois de l'indemnisation financière. Et pour ce faire, nous travaillons à partir d'une grille qui identifie combien doit obtenir des personnes ayant subi des préjudices physiques. Et cette grille, elle a été réalisée par les syndicats internationaux et notamment par l'OIT. Et l'idée, c'est bien sûr de proposer ce système de compensation aux multinationales. Donc on est obligé de passer par de la négociation. Vous avez sûrement entendu parler de cet accord qu'on a jugé historique et qui l'est pour le moins parce que effectivement c'est la première fois que des marques acceptent, mais sous la pression médiatique et citoyenne et sûrement pas volontairement, je dirais, de signer un accord qui les lie par les vertus d'un contrat à des syndicats locaux et aux syndicats internationaux et qui les contraint à abonder un fonds d'indemnisation, destiné à réaliser des enquêtes, des inspections dans ces usines et de réaliser les travaux nécessaires pour la mise aux normes des unités de production. C'est un accord que l'on soumettait à la signature de ces multinationales bien avant le drame du Rana Plaza. Nous dénonçons depuis nombreuses années, depuis 2005, avec le premier effondrement d'une usine, l'usine Spectrum, au Bangladesh, dans lequel produisait déjà, par exemple, Carrefour Belgique, mais aussi Zara, Inditex, sur l'état déplorable des unités de production au Bangladesh, l'industrie ayant cru de manière considérable, de manière anarchique. On l'a évoqué tout à l'heure, le Bangladesh, il y a aussi une connivence extrêmement puissante entre le pouvoir politique, les milieux économiques et même médiatiques, ce qui entrave même la diffusion d'informations sur ce qui se passe dans le pays, la responsabilité aussi, bien sûr, du pouvoir politique. Donc cet accord, il permettra que les travailleurs puissent porter devant, a priori, des juridictions nationales, des juridictions d'origine de la multinationale en question. Je suis désolée, je vais un petit peu vite, pour le cas où une de ces entreprises contreviendrait à ce contrat et ne réaliserait pas, par exemple, les inspections nécessaires. Donc ce sont deux systèmes de négociation que l'on mène entre syndicats, ONG, entreprises. Ce sont effectivement des avancées, mais ce sont effectivement, notamment cet accord, finalement le constat d'un échec, qui est l'échec des initiatives volontaires entreprises jusqu'à présent par ces multinationales. L'ensemble des bâtiments qui se sont effondrés, qui ont fait l'objet d'incendies, ont été audités par les systèmes internes des entreprises, par des systèmes
mis en commun par ces groupes. Or, nous ne sommes pas les seuls à dénoncer, les entreprises elles-mêmes le font, l'initiative Clause Sociale le fait également, reconnaît que ces audits sociaux ne sont pas efficaces et une portée extrêmement limitée à la fois dans leur contenu, dans la façon dont ils sont menés et dans le fait qu'ils ne s'attaquent pas à un point crucial qui sont les pratiques d'achat, c'est-à-dire les conditions de production imposées aux fournisseurs qui sont basées sur des flux tendus, une production à très bas coût, dans des délais toujours plus importants qui ne permettent pas la mise en œuvre des codes de conduite et des mesures éthiques ou socialement responsables prises par ces multinationales. Donc, à partir de ce constat d'échec, en tout cas d'échec du tout volontaire, il convient donc d'inscrire effectivement dans la loi la question de la responsabilité juridique, non seulement d'une maison mère vis-à-vis de sa filiale, mais d'un donneur d'ordre vis-à-vis de sa chaîne de sous-traitance. C'est encore un autre système de production. Ce qui s'est passé ici n'est pas du tout un problème propre au Bangladesh, c'est le problème lié à cette mondialisation dérégulée et au modèle économique de ces entreprises du textile qui ont aussi cherché à accroître à court terme des profits en ayant la capacité, par la dilution de cette chaîne d'approvisionnement, de diluer également leur responsabilité. Voilà, j'en arrêterai. Merci Naïla. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Vous avez vu que je suis un peu disparu de la table, mais c'est pour une bonne raison. À cause de moi. Mais c'est très bien. Donc je me mets plutôt de ces côtés, comme ça je peux tout vous voir. Donc on accueille entre-temps Maître Rilov qui nous a rejoint. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc il interviendra bientôt. Et là je voulais plutôt demander, c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs, à Pierre Mazot du groupe EDF. Du coup, là, les panoramas qu'on dresse, il est quand même très négatif pour les entreprises qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités. J'imagine bien que ce n'est pas tout noir, ce n'est pas tout blanc, nous on le sait aussi. Il y a des choses que les entreprises peuvent faire également. Bien sûr, nous aimerions qu'elles disent qu'elles ne s'opposent pas à la régulation de manière si frontale qu'elles le font quand il s'agit de discuter dans les ensembles publics. Mais à l'interne de l'entreprise, vous prenez des mesures aussi qui visent à prévenir ce type de violations importantes. Alors, on voulait te demander ton témoignage sur la question sur EDF. Merci beaucoup. Alors effectivement, je ne parle pas au nom de l'ensemble des entreprises, je parle donc au nom d'EDF et au nom un peu d'EDH, qui est donc un groupement de 8 entreprises qui représentent quand même 1 million de salariés et qui essayent de travailler ensemble sur justement comment travailler sur cette question qui n'est pas facile, hein, des droits de l'homme, et notamment au travers de cette chaîne de valeur. Donc, effectivement, Antonio a rappelé qu'aujourd'hui, cette notion de groupe, en fait, elle est un petit peu virtuelle, puisque chaque entreprise a sa propre autonomie. Et donc, ce qu'on essaye de faire au niveau du groupe EDF, c'est effectivement d'avoir d'abord un engagement fort de la direction, et ça, je crois que, bon, y compris pour... donc, on dit que la soft law, on oppose souvent la soft law et la hard law, mais les engagements de soft law peuvent être pour les juristes aussi un moyen, puisque je pense que quand on s'engage au plus haut niveau, effectivement, ça a une certaine valeur. Et on a mis effectivement 2 ans à... avec l'ensemble de nos filiales. Alors EDF est une entreprise connue pour être une entreprise opérant en France, mais aujourd'hui c'est aussi un groupe multinational qui opère dans une vingtaine de pays, y compris donc en Asie du Sud-Est, en Europe centrale, dans des pays où on peut rencontrer aussi, ou par l'intermédiaire de ses filiales en Égypte, où on peut rencontrer des problèmes de droits de l'homme, et bien entendu qui a 13 000 fournisseurs et par sa chaîne d'approvisionnement peut rencontrer ce type de problème. Et donc dans les engagements qui ont été pris à l'Assemblée générale d'EDF le 30 mai, il y en a un qui est, en tant qu'employeur responsable, ne tolérer dans toutes les sociétés du groupe et chez nos fournisseurs aucune violation des droits de l'homme, aucune fraude ni corruption. Donc ça, effectivement, c'est un engagement pris par le président qui est très fort. Maintenant, il faut voir comment on peut décliner cet engagement et le rendre véritablement opérationnel.
Alors, il y a déjà un des engagements aussi qui est de diminuer par 2 les accidents du travail en 5 ans dans toutes les sociétés du groupe. Donc là, on est sur quelque chose de très concret. Et derrière, on n'y arrivera pas comme ça, en claquant des doigts ou avec une nouvelle réglementation. Il faut véritablement mettre en place des systèmes de management innovants pour arriver à atteindre ces objectifs. Alors, une des façons aussi d'y arriver, c'est l'adhésion à des référentiels internationaux. Alors, moi, effectivement, j'ai participé à la création de l'ISO 26000. Je vais avoir des responsabilités dans le Global Compact France. C'est vrai que c'est peut-être insuffisant, mais c'est au moins des référentiels qui permettent déjà de partager une certaine connaissance autour de ces sujets, ce qui est pas évident, et puis de prendre des engagements qui conduisent à des démarches de progrès. Donc là, le groupe EDF s'est engagé à signer le Global Compact depuis 2001, mais s'est engagé à ce que les 13 sociétés les plus importantes du groupe signent le Global Compact et rapportent au niveau le plus élevé d'ici 3 ou 4 ans. Un autre exemple, je crois, qui est intéressant, c'est l'exemple des accords cadres internationaux. Alors là, c'est plus simplement un engagement unilatéral de l'entreprise, c'est un accord qui se fait entre l'entreprise et des fédérations syndicales internationales, voire les syndicats du groupe, ce qui était le cas pour EDF. Et là, on a effectivement un premier accord en 2005 qui a été renouvelé en 2009, qui a, en 8 ans de fonctionnement, porté ses fruits, puisque, par exemple, dans le domaine de la protection sociale, un des objectifs de cet accord était que, dans toutes nos filiales, on atteigne des niveaux de protection sociale tout à fait favorables pour les salariés. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des restructurations dans les groupes, parce que les entreprises vivent, et donc, il y a aussi dans notre accord une procédure d'anticipation des restructurations. Donc, plus on anticipe la restructuration, plus c'est facile après de traiter le problème avec les organisations syndicales et avec les salariés. Deux derniers points, parce que je sais qu'on est très contraint par le temps. C'est aussi quelque chose que je voudrais mettre en lumière, qui sont les démarches sectorielles. On a, donc si on a un petit peu le temps tout à l'heure, on pourra peut-être y revenir, mais EDF a lancé une initiative avec 7 autres électriciens européens, une initiative sur l'approvisionnement du charbon, puisqu'on on est le plus gros acheteur de charbon en France, même si avec 10 millions de tonnes. Et donc c'est une initiative qui s'appelle Better Coal, donc meilleur charbon, parce que effectivement des entreprises, notamment danoises ou allemandes, ont été effectivement attaquées par des ONG sur les conditions dans lesquelles le charbon qu'elles importaient était extrait, notamment dans les mines colombiennes, avec des atteintes à la liberté syndicale, et donc des choses effectivement. Et donc aujourd'hui, alors je peux vous annoncer, donc le code qui était en consultation sur le site de Better Coal déjà depuis plusieurs mois va être adopté la semaine prochaine, et des audits. Alors je pense que les audits peuvent. Je crois qu'il ne faut pas non plus complètement écarter la possibilité de faire des audits. Donc seront menés dans un cadre effectivement international, et donc avec aussi, alors il y a une notion qui est la notion de sphère d'influence qu'on ne retrouve pas malheureusement dans les principes directeurs de l'OCDE, mais qu'on retrouve par exemple dans l'ISO 26000, qui est aussi la possibilité pour les entreprises de faire pression sur les gouvernements pour changer les lois, sur d'autres acteurs. Et par exemple, dans l'initiative Better Coal, les électriciens ne désespèrent pas de faire pression aussi sur d'autres utilisateurs du charbon, par exemple la sidérurgie, pour aussi avoir le même type de comportement. Et puis, donc, le dernier point, c'est donc ce qu'on fait dans le cadre de l'association Entreprises pour les droits de l'homme. On accueille, effectivement, on a accueilli avec satisfaction les lignes directrices de l'ONU sur les entreprises et les droits de l'homme, et on essaye maintenant de les rendre opérationnels, et on va publier à la rentrée donc un guide pratique sur les risques liés aux droits de l'homme à destination de nos managers, et on va le mettre en œuvre
Et effectivement, je crois que déjà, on aura un outil. On a cet après-midi, on travaillait aussi sur un module de e-learning parce qu'on s'aperçoit que c'est vrai que les entreprises multinationales, c'est un peu, on ne sait pas où se prennent les décisions, mais il faut aussi que les décisions souvent se prennent sur le terrain par des managers de terrain. Et souvent, ces managers de terrain sont assez peu sensibilisés à ces questions. Et on pense qu'effectivement, il y a tout un travail de sensibilisation au plus près du terrain sur ces questions. Merci Pierre. On va rapidement passer la parole à un autre champ. Du coup, on va plutôt de l'autre côté. Maître, vous êtes aux côtés plutôt des syndicalistes, des syndicats qui se battent pour garder l'emploi ici, pour éviter que les entreprises délocalisent. Vous êtes à l'origine d'un précédent aussi sur Samsonite il y a 5 ans, que vous allez réutiliser sur d'autres cas. Alors, selon votre expérience, finalement, les entreprises françaises, elles délocalisent pourquoi Qu'il faille parler française. Je pense que l'objet de votre discussion, enfin moi je viens d'arriver, mais j'ai quand même le sentiment que ce qui vous occupe, c'est la multinationale, l'insaisissable multinationale, qui est en quelque sorte le spectre qui est au-dessus de centaines de milliers de travailleurs qui savent que tous les jours ils vont servir cette multinationale, qui donc au-dessus de leur tête prend des décisions qui peuvent parfois effectivement avoir des conséquences préjudiciables pour ces mêmes travailleurs. Et lorsque ces décisions arrivent, comment le travailleur ou les travailleurs peuvent-ils réagir collectivement face à cette multinationale? Alors, première difficulté, qu'on aille aux États-Unis, je ne sais pas, en Australie ou en France, la multinationale n'existe pas juridiquement. Et alors, dans l'invitation que j'ai reçue pour venir ici, je crois qu'on évoquait une réflexion sur une évolution législative. Bon. Alors, c'est compliqué parce que, en vérité, l'organisation de la multinationale est fondée sur le postulat que cette structure ne peut pas exister juridiquement. Parce que le but même, c'est de faire en sorte qu'elle échappe à toute identification juridique qui pourrait conduire à une mise en cause de sa responsabilité. Alors, il faut être ici un peu faire, parce que depuis qu'on a inventé les personnes morales, cette chose juridique a pour vocation de protéger celui qui est derrière. Quand vous montez une SARL, c'est justement parce que vous espérez que si jamais quelque chose de pas tout à fait légal se produit dans votre activité, ce sera la SARL qui aura à en répondre et pas vous sur votre patrimoine privé. Voyez. Alors, à l'échelle de la mondialisation, on a des multinationales qui se disent nous, on agit à travers des filiales, des sous-filiales, des sous-sous-sous-sous-sous-filiales. Et si jamais au bout de la chaîne, l'une de nos structures commet une faute, c'est cette structure-là qui aura à en répondre. Et nous, derrière, on est à l'abri. Et il n'y a rien d'anormal à cela. C'est prévu pour. Et d'ailleurs, la législation états-unienne, vous parliez de Samsonite tout à l'heure, en fait, c'est Bain Capital qui est derrière, le fonds d'investissement. Et les salariés de Samsonite en France ont engagé une class action aux États-Unis contre cette structure qui est vraiment de l'autre côté, là, à l'autre bout de la chaîne. Et dans cette class action, on essaye de mettre en cause la responsabilité de cette structure qui a pris la décision de fermer l'usine de sa sous-filiale en France, et qui dit, mais peu importe que ce soit moi qui ai pris la décision, vous ne pouvez pas me toucher parce que je suis derrière plusieurs écrans, voilà, et si vous voulez faire un procès, attaquez la personne juridique qui est apparemment celle qui a exécuté cette mesure de fermeture
de l'entreprise. Et le droit états-unien est tout à fait, bon, certains diraient peut-être cynique, mais en tout cas, il est clair, ce droit états-unien. Il dit, voilà, vous avez le droit de passer par le costume de votre filiale pour faire un certain nombre de choses. Et le fait que vous apparaissiez comme le véritable protagoniste, celui qui agit sous le vêtement de la filiale, bah, c'est pas grave, c'est normal que vous fassiez ça. Et il n'y a rien à redire. Vous ne faites que utiliser les possibilités que le droit met à votre disposition. Voilà. Alors, ça, c'est la position de principe du droit américain. Maintenant, le droit américain prévoit aussi un certain nombre de limites à ça. Vous voyez, et qu'on essaye d'utiliser avec les salariés du Pas-de-Calais à Boston pour tenter de mettre en cause la responsabilité de ce fonds d'investissement. Alors, donc au total, pour ne pas être trop long, même si la multinationale semble insaisissable, il reste tout de même dans le droit français, dans le droit américain, dans tous les droits un tout petit peu, on va, comment dire, organisés, hein, avec des normes, quoi. Il y a des instruments qui permettent au moins d'essayer d'attraper le véritable décideur et de lui faire supporter une responsabilité à l'égard de ceux qui subissent sa décision. Donc, c'est pas parce que ces instruments qui existent dans les droits nationaux, qui existent aussi en droit international, ne sont quasiment jamais utilisés qu'ils n'existent pas. Et c'est vrai que c'est jamais utilisé. Pourquoi c'est jamais utilisé? Bon, parce que, regardez, tous, autant qu'on est ici, est-ce qu'on croit vraiment à la possibilité pour des salariés au fin fond du Pas-de-Calais d'engager une action aux États-Unis, à des milliers de kilomètres, face à un juge fédéral américain qui les regarde avec des yeux ébahis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais vu ça. Vous voyez? Bon, peut-être que c'est un objet inédit, mais juridiquement, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun problème, on peut le faire. Et on le fait. Et on le fait, et finalement, on tombe quand même sur des juges aux États-Unis, encore une fois, puisqu'on est sur cet exemple, qui prennent l'affaire et qui l'examinent. On va voir ce que ça va donner. Ce que je peux, en revanche, vous dire, modestement, à mon échelle, c'est que si la situation était renversée, si une société française avait fait aux États-Unis ce que Bain Capital a décidé de faire, ou avait décidé de faire, dans le Pas-de-Calais, eh bien, l'action des travailleurs américains en France contre la société française se serait réalisée dans des conditions très différentes. Parce que le droit français, lui, il propose des instruments efficaces pour aller attraper le véritable décideur, quel que soit l'abri juridique derrière lequel il s'est réfugié. 2 exemples, très simples. Le premier, vous en avez probablement tous entendu parler, c'est l'exemple du co-employeur. Voilà. Le droit français a confectionné cette chose. Donc voilà, à partir du moment où une société, qu'elle soit la société mère de la multinationale ou pas, peu importe, à partir du moment où une société va agir sous les habits d'une autre, jusqu'à organiser le travail des salariés de cette société, qui n'a en vérité aucune autonomie, jusqu'à décider de leur licenciement et aussi décider des conditions dans lesquelles leur licenciement se déroulera. Voilà. Lorsque la société dominante a complètement instrumentalisé la société dominée et se sert d'elle juste comme d'un écran, eh bien, quel que soit l'espace juridique entre ces deux structures, on peut aller attraper la société décisionnaire.
Et les salariés peuvent la faire condamner comme si c'était leur véritable employeur, leur employeur apparent. Ça n'existe qu'en droit français. Hein. Là, les Allemands, non. Les Anglais non plus. Et les Américains, ils ne savent même pas ce que c'est. Mais ça existe en droit français. Deuxième exemple. Alors ça, ce sont des instruments juridiques qui ne sont pas propres au droit français, mais que le droit français appliquera plus volontiers à des configurations comme celle que nous sommes en train d'évoquer. Si des salariés, je ne sais pas moi, on parlait des conditions de travail effroyables dans certaines mines en Afrique, où on extrait du charbon en tuant les gens. Bon, si les salariés de ces mines dans un pays de l'Afrique de l'Ouest décidaient de saisir un conseil de prud'homme en France pour établir que la société qui a organisé le travail dans leurs mines et qui est probablement responsable de la mort de plusieurs personnes, de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, que cette société, elle a son siège en France et qu'on est en mesure d'établir que c'est elle qui dirige les opérations, même si, évidemment, elle ne veut pas en assumer la responsabilité et même qu'elle proteste contre toute apparence de pouvoir ou de possibilité de décision à l'égard de cette structure sous-filiale africaine. Eh bien, si dans les faits, on établit que c'est elle qui prend les décisions, et croyez-moi, en vérité, on n'a souvent pas besoin de beaucoup pousser les dossiers pour découvrir des masses de documents permettant d'établir que c'est effectivement la société mère, la société dominante dans la multinationale qui prend toutes les décisions, y compris au quotidien. Eh bien, ces salariés, donc je reviens à mon récit, ces salariés africains pourraient faire condamner devant le Conseil de prud'homme de Paris ou par la Cour d'appel de Paris une société mère française, donc dominante d'une multinationale française qui, en apparence, serait éloignée de ses salariés de plusieurs milliers de kilomètres et probablement aussi de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de sociétés écrans. Le droit français permet ça. Malheureusement, à ma connaissance, on n'a jamais réussi, dans des organisations qui sont en contact, parce que c'est leur activité, les ONG, etc., avec des salariés qui subissent des conditions de travail effroyables par décision de structures françaises, malheureusement, ces organisations n'ont jamais réussi à mobiliser en Afrique ou ailleurs, ou en Asie, des salariés victimes de véritables catastrophes sociales, parce que ce sont des sociétés mères dominantes dans des multinationales françaises qui en sont à l'origine et qui prennent ces décisions qui sont insupportables, qu'il faut combattre. On a des instruments, il faut les utiliser maintenant. Merci. Je vous rassure, on est en train d'essayer. Merci, maître. Justement, en fait, l'enchaînement logique, c'est que c'est une question qui devient de plus en plus importante pour la société civile française, pour les ONG que nous sommes. Effectivement, je laisserai rapidement Sabine nous présenter en fait comment ça devient une priorité et qu'est-ce qu'on demande finalement. Même l'expertise des ONG est plus forte aujourd'hui sur ces questions, sur toutes ces entraves juridiques. Donc, l'état des travaux. Merci. Alors, je tiens quand même d'abord à souligner que le constat des différents cas qui ont été exposés ce soir, c'est que le dénominateur commun, c'est quand même malgré tout l'impunité des multinationales. Et donc Amnesty International est engagé dans un combat pour les droits humains, d'abord souvent identifiés sur les droits civils et politiques, et désormais sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et donc, dans la suite de nos échanges sur l'extraction minière, je vous présente un nouveau rapport paru aujourd'hui d'Amnesty International sur l'extraction minière dans le Katanga, donc en RDC, et donc qui présente un certain nombre de violations de droits humains par des multinationales, et en particulier des multinationales chinoises. Donc, cette présentation étant faite, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, nous, Amnesty, mais également
Amnesty dans la coalition d'ONG que nous avons constituée avec le CCFD, Terre Solidaire, Sherpa, le collectif éthique sur l'étiquette. On a entrepris un grand projet de changement législatif, effectivement, parce qu'on a, nous, fait le constat que les outils n'étaient pas suffisants. Que certes, il y avait des moyens, dans certains cas, d'engager la responsabilité de certaines multinationales. C'est le cas pour Areva, ça a été le cas pour Erika, mais on a estimé que c'était du cas par cas et que il n'y avait pas de systématisme en la matière. Et donc, on a engagé des travaux avec l'école de droit, donc la clinique de l'école de droit de Sciences Po depuis maintenant 1 an. Et les étudiantes ont déjà réalisé une étude qui d'abord faisait un état des lieux justement du droit existant en France. Et puis après, dans un second temps, elles ont testé des pistes législatives. Et nous avons donc créé, à la suite du colloque de décembre 2013, un cercle de réflexion parlementaire avec Daniel Auroy et Dominique Potier, qui s'appelle le cercle sur la responsabilité sociétale des multinationales. Et donc nos pistes, elles visent, en fait, bon, c'est vrai qu'on a réfléchi beaucoup à la question du groupe de société. Est-ce qu'il faut donc créer revenir sur la question du groupe de société dans le droit français? Et en fait, notre volonté, elle est d'imposer un devoir de vigilance des sociétés mères ou des sociétés donneuses d'ordre à l'égard de leurs filiales et de leurs sous-traitants, voire de leurs sous-traitants de sous-traitants. Parce qu'on a vu dans le cas du Bangladesh que c'était souvent le cas. Donc, on a une prochaine réunion de ce cercle de réflexion parlementaire le 17 juillet où seront présentées des pistes législatives concrètes et qui seront débattues avec les députés présents. Et donc, voilà, on est engagé dans ce combat parce qu'on estime que le droit est un outil et on encourage et on est des fervents défenseurs de l'idée que c'est l'État qui doit s'engager sur ces questions-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle le pilier 1 des principes directeurs des Nations Unies, c'est-à-dire que c'est que l'État doit respecter, est obligé de protéger les droits humains et les entreprises sont-elles obligées de les respecter. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on avance, heureusement on n'est pas tout seul, on trouve des appuis, des politiques engagées qui travaillent avec nous, qui sont intéressés à nous écouter et je remercie d'ailleurs Madame Auroy de la patience qu'elle a eue et je lui passe la parole pour conclure en vous disant qu'il y aura un moment de questions à la suite des conclusions si vous avez encore le temps de rester ici. Merci Madame Auroy. Oui, merci Antonio, merci à vous et bonsoir à vous tous et à vous toutes. D'abord, j'ai fait une arrivée tardive, tout simplement. J'en suis juste à la 3e table ronde de la journée. J'en ai animé une sur l'exception culturelle européenne, retour, paraît-il, réussi, puisque je faisais avec mon collègue Patrick Bloch le rapport à ce sujet-là. Une seconde sur un sujet facile et sans souci, la démocratisation de l'Union européenne, avec entre autres l'ami Patrick Vivray, que beaucoup d'entre vous connaissent, philosophe de la coopération. Et dans cette affaire, Dominique Potier, qui a été obligé de partir parce que lui, il avait un train à prendre. Moi, je prends l'avion demain matin à 6h, c'est beaucoup plus facile. Donc, et moi, on essaie d'être dans cette histoire et dans cette affaire quelque part les porteurs, les interfaces, les intermédiaires, pour que ce que vous, les ONG, vous proposez, on puisse effectivement les traduire en termes législatifs. Sachant, j'ai bien entendu Maître Rilhoff, qu'il y a certes plein d'outils qui existent, mais il faut toujours en faire un de plus. Vous savez, il y a des fois des projets de loi qui consistent en un article unique et qui, malgré tout, changent beaucoup de choses. Donc, on essaie de réfléchir à ça et je suis très heureuse que vous, quelque part, vous nous confiez ce poids-là, ce fardeau-là, parce que si nous arrivons à le faire vivre et à le faire bien, je crois qu'ensemble, nous n'aurons peut-être pas à déplorer, j'ose l'espérer, les drames médiatisés, mais qui malheureusement font aussi avancer l'actualité, parce que c'est fou
depuis qu'il y a eu l'effondrement du Rana Plaza, parce que brusquement tout le monde nous dit mais enfin votre projet de loi, quand est-ce que vous le posez? Ça fait quelques mois qu'on travaille, qu'on essaie de réfléchir, que des ONG qui travaillent depuis des années, qui réfléchissent là-dessus, essaient de faire des propositions. Ça n'est pas si simple, même s'il y a déjà des outils. Et puis ça n'est jamais cette affaire du Rana Plaza que alors l'arbre qui cache la forêt, le sommet de l'iceberg, au choix, parce que dans tous les cas de figure, on sait bien que malheureusement, des cas comme cela, il y en a eu beaucoup. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans la suite de cette affaire, et puis après, j'interrogerai une toute petite seconde le représentant d'EDF, c'est que, mais pas là-dessus, mais très simplement, vous allez voir, pas quelque chose de méchant, vous ne faites pas de soucis, c'est que les donneurs d'ordre, quand ils ont été piégés, quand on leur a dit c'est vous qui êtes responsable quelque part, et brusquement, il y avait des entreprises, des multinationales européennes, ils ont dit ah oui, mais on va faire quelque chose pour les bâtiments. Oui, pour les bâtiments. Mais pour les conditions de travail des femmes, dans certains cas de figure, et je dis les femmes parce que il n'y a pas longtemps, à l'Assemblée nationale, j'ai fait une question au nom de mon collègue Dominique Potier et puis de notre autre collègue qui s'occupe de la responsabilité sociale des entreprises, sur le travail des enfants aussi, puisque c'était la journée du travail des enfants. Alors on nous dit le travail des enfants, c'est moins pire qu'avant. Mais nous, ça sera bien quand ça sera plus du tout. Donc, il y a encore du champ, là, me semble-t-il. Et sur les femmes qui travaillent dans des pays comme le Bangladesh, j'en connais quelques autres, pas si loin de chez nous non plus géographiquement, où leur salaire ne couvre même pas leurs besoins en nourriture, alors là, ça, on n'en parle pas. Les références, l'Organisation internationale du travail, ça, c'est pas vraiment le sujet. Et puis, les médias nous disent, non, mais ça, c'est trop compliqué, c'est pas intéressant. Et puis, la catastrophe passe, s'oublie. Elle est malheureusement déjà oubliée. Donc je crois que ce travail-là, il faut que nous le reprenions sans cesse et que les uns et les autres, nous mettions ce qu'il faut pour que la responsabilité des sociétés mères vis-à-vis des filiales et des sous-traitants soit bien claire. Alors ma question à notre responsable d'EDF, c'est de dire, d'accord, vous êtes en deuxième rideau, si je puis dire, sur l'énergie. C'est pas à vous qui allez chercher les sources d'énergie. Mais quand Areva fait des exploitations d'uranium au Niger ou ailleurs, quelle est votre responsabilité? Mais ce n'est pas vous non plus directement concerné, mais lorsqu'on voit à l'heure actuelle la façon dont on travaille, entre autres, au niveau de ma commission, donc sur les affaires européennes, sur les travailleurs à l'intérieur de l'Europe et les limites de ces droits-là aussi, quand on voit que la façon dont les gens qui font la maintenance dans les centrales nucléaires sont hébergés, et puis je conseille à certains d'entre vous, s'ils l'ont déjà lu, de lire ce très joli petit bouquin qui s'appelle La Centrale, justement, qui est un roman, mais qui donne des informations. Est-ce que EDF se sent concerné, pas concerné? Moi, en tant que politique, en tout cas, je me sens concernée. Donc, c'est un petit peu cela, même si on sait bien que EDF a fait des pas, plein de pas, et je suis bien consciente qu'il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. On n'est pas dans un western, je suis tout à fait d'accord. Le droit, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, vous l'avez bien compris, le travail des étudiantes de la clinique de droit de Sciences Po, ce qui vient d'être décrit tout à l'heure, ça va nous permettre, j'espère bien, de sortir un projet de loi plus vite que ce qu'on avait prévu. Mais des fois, la pression, ça nous aide. Et puis, si ce projet n'est pas parfait, on va essayer d'aller un peu plus loin. Alors, on a essayé de se saisir. En ce moment, il y a une loi qui se débat à l'Assemblée nationale, qui est la loi sur la consommation. Alors, la loi sur la consommation, donc, on a essayé de profiter. Moi, j'ai proposé 2 amendements et je suis tout à fait soutenue par mes collègues pour dire, bien écoutez, la consommation, parfois le consommateur, il ne sait pas comment sont fabriqués ce qu'il consomme. Et il voudrait savoir, parce que peut-être que s'il savait, il se sentirait responsable. Du coup, il ne consommerait peut-être pas non plus de la même façon. Alors, très, très gentiment, de façon très, très ouverte, Benoît Hamon, le ministre, a dit la loi telle qu'on l'a prévue, ça ne rentre pas dedans. Mais on entend bien la question. Donc, je dis, grosso modo, faites votre projet de loi ailleurs, on l'entendra peut-être mieux. Donc, vous voyez que ça nous encourage à y arriver, à cette proposition de loi, et à faire des choses qui soient d'autant plus précises que Nicole Bricq et Pascal Canfin
ont déjà dit clairement leur volonté d'avancer sur le dossier des responsabilités et que je suis contente de voir que M. Mukuyu est là parce qu'effectivement, Pascal Canfin et ses services se sont bien démenés pour qu'il puisse arriver jusqu'à nous. Donc, il y a quand même, comment dire, et j'en finirai pour ne pas être plus longue, il y a un faisceau qui va dans le sens de on va peut-être y arriver à faire quelque chose qui clarifie la responsabilité des multinationales par rapport à leurs filiales, par rapport aux sous-traitants. On va d'autant plus, j'espère, y arriver qu'au bout du compte, on sait bien que si, en particulier, le droit du travail dans les pays du Sud progresse, je n'ai pas parlé des démantèlements des bateaux, il y a plein de choses à dire aussi, il y a plein de sujets, eh bien, il est d'évidence que ça, sans doute, sécurisera des emplois ici au niveau européen et ça leur permettra d'avoir des emplois de qualité aussi dans le Sud. Je vais dire, c'est quelque part, et pour une fois du côté des travailleurs, le fameux gagnant-gagnant que nous resservent régulièrement, mais pour d'autres sujets, les économistes de tout poil. Je vous remercie de ces quelques instants d'attention. Merci pour vos travaux, merci pour votre soutien, parce que si vous n'êtes pas là, on n'arrivera pas à la faire cette loi. Mais comme vous êtes là, je suis sûre qu'on va y arriver. Merci à vous. On laisse Pierre répondre à votre question. Merci Madame la députée. Effectivement, donc j'avais dans ma présentation parlé de l'initiative sur le charbon, mais effectivement la question de l'uranium est tout à fait pertinente. Alors, je voudrais juste vous donner quelques éléments. Donc EDF est un acteur majeur du marché de l'uranium. Les achats d'uranium représentent à peu près 10 000 tonnes d'uranium, c'est 15% du marché mondial et 50% du marché européen. Et pour couvrir ces besoins, effectivement, Areva représente 40%, via les mines, et 40%. Mais on achète aussi à d'autres fournisseurs dans plusieurs pays du monde, notamment au Kazakhstan, au Canada, en Australie et au Niger. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, on est tout à fait conscient qu'effectivement, il y a un problème. Premièrement, EDF cherche à réduire sa consommation d'uranium et donc on met en place des techniques pour recycler le matériel usé et on a réussi à économiser environ 17% de l'uranium. Donc déjà, c'est de l'uranium qui n'est pas importé. Deuxièmement, EDF s'inscrit dans une démarche internationale visant à donner la profession d'un code de conduite avec les industriels de la filière nucléaire réunis au sein du World Nuclear Association qui rassemble les compagnies représentant 90% de la production mondiale d'uranium. EDF a travaillé sur un code de conduite et l'adhésion aux 10 principes définis par l'International Council on Mining and Metal. Et puis, donc ça, je ne rentrerai pas dans le détail du code, mais il y a vraiment du contenu. Quatrièmement, EDF évalue les conditions dans lesquelles ses fournisseurs extraient l'uranium, donc en faisant des audits dans les mines. Et un des premiers audits, en octobre 2011, a porté sur une mine d'Areva au Kazakhstan, donc y compris EDF va auditer des mines d'Areva et ne fait pas forcément confiance complètement à Areva. Et donc Areva joue le jeu de ces audits. Et d'une façon générale, EDF est moteur d'une démarche mondiale d'amélioration continue des conditions d'extraction de l'uranium au travers donc des législations justement, c'est là où on peut parler de la sphère d'influence, de peser sur les législations nationales qui encadrent cette activité industrielle. Vous allez nous faire des amendements, alors ça va être génial. Voilà. Enfin, en tout cas, quand vous posez la question très souvent, hein, parce qu'elle est bien structurée. J'aimerais bien ouvrir juste à 2-3 questions parce que l'heure est tardive et d'ailleurs si voilà Madame Roy qui doit se lever très tôt demain matin. Et je vous remercie au nom de Philippe Nogues, de Dominique Potier et de moi-même, parce que vous avez bien compris que nous étions au moins 3 à essayer de ramer, mais heureusement pour nous, il y a des gens qui ont déjà défriché le sujet et qui vont nous aider à rédiger. Merci à vous. Merci Madame. On prend donc 2-3 questions, sachant que s'il y a des journalistes, après on pourra rester 10 minutes pour des interviews avec les intervenants.
Voilà, allons-y. Alors, je commence par... Bonjour, Aline Gaucho, simple citoyenne et voilà, enfin, et en même temps membre d'Amnesty International. J'aurais voulu poser la question de savoir si ce projet de loi ou proposition de loi, j'ai pas bien compris laquelle, par quelle procédure exactement, qui deviendra donc peut-être une loi française. Que deviendra-t-elle par rapport à une directive européenne qui demandera, dans le cadre des accords de libre-échange avec les États-Unis, qu'est-ce que ça pourra devenir à terme? Est-ce que cette loi pourra continuer à exister ou alors ce sera un vœu pieux? On prend les différentes questions. Alors, on ne sait pas à qui on pose. Hein. Oui, si vous avez une idée, vous pouvez les signaler. Il y avait encore 2 personnes. Après, je passerai la parole à Maëlys Souk du PCN. Messieurs? Oui, moi aussi, je suis simple citoyen à la retraite, mais membre aussi de quelques organisations comme Amnesty. Moi, il y a un aspect, enfin, je trouvais ça extrêmement intéressant, et je pense que vis-à-vis de M. Mazot, je pense que les initiatives des entreprises sont extrêmement importantes. Mais néanmoins, je crois qu'on constate aujourd'hui que dans le cadre de la mondialisation, la faille des États et des organisations internationales crée une situation où le mépris des droits de l'homme est un avantage compétitif des entreprises. Et je crois qu'il faut vraiment agir dans ce sens. Dans l'industrie de l'habillement, c'est plus qu'évident, mais on peut l'observer dans la presse, dans beaucoup d'autres branches. Et là, je crois qu'il ne suffit pas d'avoir des appels aux entreprises, il ne suffit pas d'aider, d'encourager des salariés pour trouver un accès à la justice qui est un marathon, mais où vraiment le cadre dans lequel les entreprises agissent doit être amélioré. Parce que sinon, c'est très difficile de reprocher aux entreprises certains comportements. Et dans l'industrie de l'habillement, c'est monnaie courante. Il n'y a pratiquement pas de donneurs d'ordre qui ont, comme on dit, une veste propre. Ils n'ont pas de raison, vu le cadre dans lequel ils agissent, d'en avoir. Et c'est ça qui est malheureux et scandaleux. Merci. Eva Lacoste, vous vouliez... Oui, bonjour, je suis journaliste pour Goliath Hebdo. Alors là, j'avais une première question. La dame a fait référence donc à l'accord États-Unis-Union européenne qui va casser les législations, par exemple intérieures dans un pays d'Europe, qui lui serait contraire. Alors j'ai l'impression qu'on va pas, c'est pas tellement dans l'air du temps de. C'est très bien ce qu'on fait, mais ça va être très dur. On peut même citer aussi par exemple les actions de groupe. Alors mais ça ne concerne pas la santé et l'environnement. Alors c'est très bien pour la plupart des multinationales. Pour l'instant. Oui, alors là je vais parler des embûches, quoi. Merci. Maëlys, maître Tessonnière, et ensuite on va faire un tour de réponse un peu en essayant de répondre à ces questions qui sont très complexes que vous posez. Merci Antonio, c'est plutôt une réflexion et je vous invite à rebondir dessus. J'ai souhaité, en tant que secrétaire du point de contact national qui est chargé de veiller au respect des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales dont nous parlons aujourd'hui, préciser un point qui me paraît très important, c'est que contrairement à ce qui a été dit, la question de la sphère d'influence est au cœur des principes directeurs et en particulier de la révision des principes directeurs de mai 2011. Dans l'ancienne version des principes directeurs, on invitait l'entreprise multinationale à user de son influence vis-à-vis de ses partenaires commerciaux. Et la révision des principes directeurs introduit une notion qui est celle de la relation d'affaires, qui va un peu plus loin, si ce n'est beaucoup plus loin que la version précédente, et développe également les notions de diligence raisonnable qui incombent aux entreprises multinationales. Et je pense que vous n'en avez pas eu l'occasion avant de préparer cette conférence, à laquelle je vous remercie beaucoup de nous avoir invités. Je vous invite à consulter la dernière décision du PCN sur le dossier Socapalm. On a publié il y a quelques semaines, qui traite notamment
de la question de la relation d'affaires, de l'influence que peut avoir la maison mère, pour parler le langage de la conférence, vis-à-vis de ses partenaires dans les pays où les faits sont commis, et de voir de quelle façon est-ce que le PCN peut, dans certains cas, quand tout le monde y met du sien, essayer de contribuer à la solution des problèmes, des différends. Bien sûr, on n'est pas dans une situation aussi dramatique que celle que M. Mukuyu évoquait, et nous n'avons pas été saisis de ce cas. Mais il y a peut-être aussi des pistes dans la remédiation, dès lors qu'on arrive à rétablir le contact entre les parties. Et ce sont sans doute des pistes que nous tenons à sauvegarder. Et je vous rappellerai la saisine de la ministre pour avis sur l'accident du Rana Plaza, qui nous demande justement de clarifier la portée de la notion de la relation d'affaires et la portée de la diligence raisonnable dans le cas de la filière textile au Bangladesh. Ce ne sont pas des propositions législatives, mais c'est tout de même un avis qui va traiter des questions que vous évoquez, et nous serons ravis de recevoir les uns et les autres au fur et à mesure de nos consultations. Merci Malice. Maître Tessonnière. Oui, rapidement, donc je vais prendre le risque d'être un peu caricatural. Sur la question d'Areva, l'affaire va être appelée à l'audience du 4 juillet prochain. On aura sans doute une décision en septembre ou octobre sur la question de la responsabilité d'Areva à la suite d'un cancer dont a été victime un salarié français qui travaillait dans une filiale nigérienne dans les mines d'Areva au Niger, ou dans les mines de Cominac, filiale d'Areva au Niger, et pour lesquelles le tribunal de sécurité sociale de Melun a reconnu la responsabilité d'Areva. Sur la base, d'ailleurs, je ne suis pas pessimiste parce que nous avons un traité franco-nigérien sur la protection sociale qui permet de rattacher la compétence avec peut-être une facilité qu'on ne trouve pas forcément dans les litiges qu'on évoquait tout à l'heure sur la question du droit social. Simplement, Alain Suppiot, dans son dernier ouvrage, qui est, je crois, le principe de Philadelphie, évoquait un adage de droit romain qui indique « là où est le profit, là est la responsabilité ». C'est le droit romain qui nous disait ça, et j'ai le sentiment qu'on a renversé tout un courant qui est né finalement avec la première révolution industrielle. Le droit de l'environnement, qui est né avec la loi de 1810 sur les installations insalubres, qui deviendront les installations classées, et le droit de l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, a organisé la déresponsabilisation des entreprises. Et donc, Jules Guesde, à la tribune de l'Assemblée nationale, au moment du vote de la loi de 1898 sur les accidents du travail, a dit « Vous préparez une boucherie ouvrière ». Alors, ça mériterait beaucoup plus de nuances, je ne veux pas développer davantage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser que la seule question de l'indemnisation épuise la question de la responsabilité des entreprises multinationales. L'association que je représente, Interforum, regroupe des avocats belges, italiens et français qui étaient au procès de Turin, qui a vu la condamnation de M. Schmidaini, l'un des dirigeants du groupe suisse qui contrôle la filiale italienne d'Eternit, condamné à 18 ans d'emprisonnement ferme à la suite donc des maladies professionnelles développées par les salariés d'Eternit Italie, 3000 sur une période de quelques dizaines d'années. Et donc la sanction est allée bien au-delà de la question de l'indemnisation des victimes. C'est 18 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire que la justice italienne a considéré que ce dont nous parlons aujourd'hui, l'exemple de Daca, bien sûr, est l'actualité la plus récente, mais ce n'est pas un accident, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un crime. 18 ans, c'est une peine criminelle. Et donc, je pense que la question, en plus, le droit pénal permet de remonter les responsabilités beaucoup plus facilement que le droit civil. Il peut passer au travers des écrans des structures juridiques parce qu'il concerne les personnes physiques. Et il suffit de démontrer qu'elles ont joué un rôle déterminant dans l'organisation du travail qui va entraîner la catastrophe pour que la sanction puisse être prononcée. Je dis ça parce que j'ai terminé. Je pense que le marché de la compensation, ce qui intervient lorsqu'on indemnise les victimes, que ce soit de façon amiable ou dans le cadre d'un procès, le marché de la compensation n'épuise pas. D'une part, est inefficace en termes de régulation, je pourrais le démontrer, mais je ne veux pas être trop long, et d'autre part, n'épuise pas les questions juridiques qui tournent autour de la responsabilité des multinationales. Voilà. Merci, maître.
J'invite les intervenants à répondre un peu au hasard, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Certaines, elles mériteraient une conférence express sur la perte de souveraineté, par exemple, des États par rapport aux accords commerciaux. Enfin, ça, c'est vraiment un autre sujet, mais je rassure en disant que, peut-être Pauline, elle pourra répondre aussi, c'est que ce que nous demandons finalement existe déjà. Ce qu'on essaie de faire, c'est juste de l'appliquer aux questions environnementales, sociales et des droits de l'homme. C'est dans d'autres régimes de droit et même dans d'autres pays européens, il y a des possibilités. Donc, en théorie, on ne devrait pas être, on ne devrait pas être mis en danger. Sur l'action des groupes, Madame Auroy le disait, il y a un combat aussi qui est engagé aujourd'hui au Parlement. Les amendements vont être déposés en séance la semaine prochaine, justement pour essayer d'élargir le spectre d'intervention sur cette question. Et Maëlys, effectivement, les concepts que vous évoquiez, diligence raisonnable et relations d'affaires, sont au cœur de notre réflexion. C'est de là qu'on est parti pour dire, maintenant que ça existe d'un point de vue doctrinal, comment les États doivent les mettre en œuvre, parce que finalement, c'est ça qui manque. Les niveaux international, régional, européen ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais les limites de la gouvernance internationale, on les connaît, et donc maintenant c'est aux États de s'appliquer ses propres principes en les inscrivant dans la législation nationale pour qu'ils soient vraiment efficaces et effectifs. Je veux bien commencer à tenter de répondre à la première question et à la dernière question de Maître Tessonnière. Sur la première question, et plus dans la dimension, dans quelle mesure est-ce qu'une réforme française finalement serait ralenti ou empêché par l'international ou l'européen. L'idée étant qu'en matière de responsabilité, ça reste quand même les régimes de responsabilité, ça relève des États. C'est à eux de décider comment est-ce qu'ils décident d'articuler la responsabilité civile ou la responsabilité pénale. Après, il est clair, et c'est souvent le discours qu'on nous porte, c'est que dès lors où la France essaye de faire un pas vers plus de responsabilité des entreprises multinationales, c'est un recul, un retrait en termes de compétitivité de nos grandes entreprises françaises. Donc, c'est un argument, seulement il y a aussi cette dimension européenne, cette mobilisation croissante de la société civile qui est à prendre en compte, ou que ce soit en France ou encore dans les pays voisins, il y a d'autres ONG et d'autres parlementaires qui se mobilisent de plus en plus sur cette question de responsabiliser les entreprises multinationales. Donc notre espoir, c'est que si la France fait un premier pas, ça pourra aussi amener d'autres États à faire ce premier pas, comme ce qui a été fait dans une certaine mesure avec le reporting extra-financier, qui était à la base d'une initiative française, d'obliger les entreprises à être transparentes sur des questions qui n'étaient pas liées strictement à leurs données financières, mais aussi à leur impact social et environnemental. Et c'est parce que la France a commencé que la Commission européenne s'est notamment saisie de cette question-là et qu'on a pu lancer ce mouvement. Donc l'espoir est que, vu la responsabilité de la France, vu le nombre d'entreprises multinationales extrêmement importantes qui se trouvent en France et dans les États européens, il est essentiel que quelqu'un lance cette démarche. Sur la question de la responsabilité pénale, ça, à Sherpa, c'est quelque chose qu'on a souvent tenté. D'ailleurs, c'est surtout sur le volet pénal qu'on a essayé de pousser pour plus de responsabilité des entreprises. Le seul problème, c'est que nous, en l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, je pense, c'est vraiment de responsabiliser l'entreprise en tant que personne morale. Et pour le coup, au pénal, ce qui n'est pas évident, c'est de pouvoir rendre une société mère responsable de l'activité d'une filiale ou une donneuse d'ordre responsable de l'activité d'un sous-traitant, dans la mesure où il y a ce principe sacro-saint du droit pénal qui est de l'individualité des peines, de la personnalisation des peines. Et du coup, on ne peut pas imputer un dommage qui a été fait par une autre personne sur la société mère. Il y a ce problème-là, mais il y a aussi d'autres problèmes qui tiennent plus au code pénal en soi, et il y a tous ces obstacles qui sont liés à la poursuite des infractions lorsqu'elles sont commises par des personnes morales. Et notamment toute cette question de la complicité, donc par exemple poursuivre une société mère parce qu'elle aurait été complice d'un dommage, d'un délit ou d'un crime qui aurait été commis par une filiale à l'étranger. Il y a ce blocage de la réciprocité de l'incrimination. Il y a l'autre blocage qui relève du monopole des poursuites par le procureur de la République. Et encore une fois, il y a aussi le blocage qui est que le code pénal exige que l'infraction d'origine, elle ait été sanctionnée déjà au niveau national. Donc on reste dans le même blocage de situation où localement on ne peut pas obtenir justice. Donc le pénal a tout à fait son intérêt, effectivement, surtout pour la dimension symbolique qu'il peut comporter et le choc aussi peut-être psychologique pour les entreprises qui seraient concernées. Mais
il nécessite encore quelques remaniements du code pénal pour pouvoir parvenir à vraiment appréhender l'action des entreprises. Juste moins d'une minute. J'ai été à Turin récemment. On a discuté avec Raphaël Guarignel, qui est le procureur de la République de Turin, je vous l'avais indiqué, je crois, au téléphone, qui accepte de se saisir et d'ouvrir une enquête préliminaire contre Benetton, dans la mesure où l'un des donneurs d'ordre pour Daca était Benetton. Et donc, il y a une procédure pénale qui est en train de débuter actuellement à Turin, menée par le même procureur de la République qui a obtenu les condamnations dans l'affaire Eternit. Alors voilà, ça date de quelques heures ou quelques jours. Vive l'Italie. Pour temps en temps, raison d'être orgueilleux de mon pays d'origine. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres mini-interventions de clôture, parce qu'on on a vraiment dépassé, mais si vous voulez vraiment dire un mot. Moi, je veux juste dire il faut accoucher de quelque chose, parce que on patauge. Enfin, on se connaît, on aura l'occasion éventuellement de discuter de ça un autre jour, mais on patauge et on a des appréciations radicalement différentes. Quand je t'entends dire la compétence des juridictions françaises, etc., c'est compliqué, je ne vais pas être long, mais je te réponds non. Je te réponds, c'est hyper facile. Voilà. Quand j'entends, ben oui, ouais, mais non, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais parce que qui ici peut dire j'ai 50 cas déjà mis en chantier, et à partir de cette expérience, je peux dire c'est facile ou c'est pas facile. On est tous sur des postulats théoriques. Voilà. Et il faut rentrer dans mais oui, non, mais si, parce que là, je vois un cas. Non, mais il y en a beaucoup d'autres. D'accord. Alors, si on a beaucoup d'autres, est-ce que vous avez eu un jugement ? On a eu beaucoup de classements au pénal. Non, mais pas au pénal. Là, on parlait d'engager. Vous disiez vous-même que vous ne pouviez pas mettre en cause la responsabilité d'une société mère parce que c'est pas elle qui agit. Alors que finalement, le problème qu'on a tous, c'est de restituer à la société mère la responsabilité de ce qu'elle fait vraiment, mais sous le manteau. Donc, le droit pénal me semble être quand même le premier droit mobilisable pour essayer de percer ce qu'on fait semblant de faire, quoi. Vous voyez ? Bon, donc on est vraiment au début de tout, et vous n'avez pas un jugement à proposer à toutes ces organisations qui veulent, elles, s'engager dans des actions concrètes pour que la responsabilité des sociétés mères ou des sociétés dominantes soit mise en cause. Il n'y a pas de jugement. Pourquoi il n'y a pas de jugement ? Parce que c'est pas fait. Moi, j'en ai des jugements, mais j'en ai 3 ou 4 à proposer. C'est ridicule. Et pourquoi c'est pas fait ? Je m'arrête là-dessus, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que d'un côté, il y a des riches, et de l'autre côté, il y a des pauvres. Voilà. Et que pour faire un procès, avec des gens qui savent manipuler, par exemple, les questions de compétences juridictionnelles dans des conflits internationaux, etc., ça coûte extrêmement cher, parce que les sachants, généralement, ils sont au service des riches. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut résoudre, mais qu'on ne peut résoudre qu'en se mettant ensemble, en collectivisant, et en prenant conscience qu'en allant chercher, en expérimentant, qu'est-ce qu'ils risquent, ces gens, sauf à éventuellement être déboutés. Voilà. Et des bonnes volontés, il y en a plein. Il faut les mettre un peu en tas et engager la lutte. Voilà. Merci, maître. Merci, je pense qu'on se reverra parce qu'on a quelques petits cas à vous soumettre, je pense que ça manque pas. Moi, je vous remercie, je remercie les CESE également de nous avoir hébergés, de votre patience et tous nos intervenants qui se sont libérés aujourd'hui. Merci.